Podcast. Méthode d'équitation basée sur de nouveaux principes par François Baucher. Chapitre 4, Travail à pied. Et chapitre 5, de l'assouplissement. Bonne écoute. Chapitre 4. Travail à pied. Mobilisation du cheval au moyen des forces instinctives pour obtenir l'équilibre du poids. Emploi de la cravache pour apprendre au cheval à venir à l'homme, le rendre sage au montoir, etc. Dès le début de l'éducation du cheval, il est essentiel de lui donner une première leçon d'assujettissement et de lui faire connaître toute la puissance de l'homme. Ce premier acte de soumission, qui pourrait paraître sans importance, servira promptement à le rendre calme, confiant, à réprimer tous les mouvements qui détourneraient son attention et retarderaient son éducation. Quelques leçons d'une demi-heure suffiront pour obtenir ce résultat chez tous les chevaux. Le plaisir que l'on éprouvera à jouer ainsi avec le cheval portera naturellement le cavalier à continuer cet exercice autant qu'il sera nécessaire et à le rendre aussi instructif pour le cheval qu'utile pour lui-même. Voici comment on s'y prendra. Le cavalier s'approchera du cheval, sa cravache sous le bras, sans brusquerie ni timidité. Il lui parlera sans trop élever la voix et le flattera de la main sur le chanfrein ou sur l'encolure, puis, avec la main gauche, il saisira les rênes de la bride, à 16 cm des branches du mors, en soutenant le poignet avec assez d'énergie pour présenter autant de force que possible dans les instants de résistance du cheval. La cravache sera tenue de la main droite, la pointe vers la terre, puis on l'élèvera lentement jusqu'à la hauteur du poitrail pour en frapper délicatement cette partie à une seconde d'intervalle. Le premier mouvement naturel du cheval sera de reculer pour éviter les attouchements de la cravache. Le cavalier suivra ce mouvement rétrograde, sans discontinuer toutefois la tension des rênes de la bride, ni les petits coups de cravache sur le poitrail. Le cavalier devra rester maître de ses impressions, afin qu'il n'y ait dans ses mouvements et dans son regard aucun indice de colère ni de faiblesse. Fatigué de ces effets de contrainte, le cheval cherchera bientôt par un autre mouvement à éviter la sujétion, et c'est en se portant en avant qu'il y parviendra. Le cavalier saisira ce second mouvement instinctif pour l'arrêter et flatter l'animal du geste et de la voix. La répétition de cet exercice donnera des résultats surprenants, même à la première leçon. Le cheval, ayant bien compris le moyen à l'aide duquel il peut éviter la cravache, n'en attendra pas le contact. Il le préviendra en s'avançant de suite au moindre geste. Ce travail, d'ailleurs très récréatif, servira de plus à rendre le cheval sage au montoir, abrégera de beaucoup son éducation et accélérera le développement de son intelligence. Dans le cas où, par suite de sa nature inquiète ou sauvage, le cheval se livrerait à des mouvements désordonnés, on devrait avoir recours au cavesson comme moyen de répression et l'employer par petites saccades. Quand le cheval se portera franchement en avant à l'action de la cravache, le moment sera venu de faire une légère opposition avec la main de la bride afin d'obtenir un effet de ramener sans discontinuer l'allure du pas. On commencera aussi quelque temps de reculer, qu'on alternera avec les mouvements en avant jusqu'à disparition complète des résistances. Cet exercice est très important pour déplacer, par les forces purement instinctives, d'abord, mais que nous régulariserons ensuite, le poids qui se fixerait trop sur l'arrière ou sur l'avant-main. Faisons une remarque sur laquelle nous reviendrons plus tard. Le poids du cheval surcharge naturellement la partie antérieure du corps. C'est pour cela qu'en vertu du principe qui oppose les forces au poids dans l'ordre naturel, la nature a donné une si grande puissance aux muscles postérieurs du cheval qui doivent, aux différentes allures et surtout au galop, non seulement recevoir le poids de l'avant-main, mais encore projeter toute la masse en avant. Dans le reculé, cette distribution du poids induit souvent en erreur le cavalier inexpérimenté. Il s'imagine que le mouvement rétrograde est produit par le déplacement total du poids par les forces, tandis qu'il n'est dû qu'au reflux des forces impulsives qui, refoulées par une opposition de main, n'ont entraîné avec elles qu'une partie du poids. Aussi, bien que le cheval recule, l'avant-main se trouve souvent surchargé d'un poids comparativement énorme, d'où il suit que le mouvement est irrégulier jusqu'à ce que l'écuyer, revenu de son erreur, ait su alléger l'avant-main de manière à équilibrer le poids et les forces. Les moyens d'atteindre à ce but seront donnés ultérieurement.
Alors, nous appellerons l'attention du lecteur sur l'emploi des aides que la pratique seule peut rendre judicieux. Les exercices précédents à l'aide de la cravache, tels que porter le cheval en avant, les commencements de ramener et de reculer, seront suivis, toujours à l'aide de la cravache, soit des pas de côté, soit des pirouettes ordinaires ou renversées. Pour les pas de côté, la main, en se soutenant, facilite le mouvement des épaules dans le sens indiqué par la cravache. Dans le sciat de résistance provenant de la croupe, le cavalier en triompherait par une opposition de la main qui ne reprendrait sa position que lorsque le mouvement serait commencé. Dans les pirouettes renversées, la main se maintiendra pour forcer la croupe à obéir à la cravache et la faire tourner autour des jambes du cheval, dont l'une doit lui servir de pivot. Dans les pirouettes ordinaires, la cravache agira sur la croupe pour la fixer et fournir aux jambes antérieures, mobilisées par la main, le pivot nécessaire à leur mouvement de rotation. Ceux divers exercices disposeront le cheval au mouvement qu'il devra exécuter avec son cavalier en selle. Bien entendu que dans le cours de l'éducation du cheval, il faudra revenir souvent à ces exercices préliminaires afin qu'il ne perde pas le fruit de ces leçons précédentes. Chapitre 5. De l'assouplissement. Les nouveaux principes de ma méthode ne peuvent être pratiqués que par les hommes versés dans l'art de l'équitation et qui joignent à une assiette assurée une assez grande habitude du cheval pour comprendre tout ce qui se rattache à son mécanisme. Je ne reviendrai donc pas sur les procédés élémentaires. C'est à l'instructeur à juger si son élève possède un degré convenable de solidité, s'il est suffisamment en rapport d'enveloppe avec son cheval. Car, en même temps qu'une bonne position produit cette identification, elle favorise le jeu facile et régulier des extrémités du cavalier. Mon but ici est de traiter principalement de l'éducation du cheval, mais cette éducation est trop intimement liée à celle du cavalier pour qu'il soit possible de faire progresser l'une sans l'autre. En expliquant les procédés qui devront amener la perfection chez l'animal, j'apprendrai nécessairement à l'écuyer à les appliquer lui-même. Il ne tiendra qu'à lui de professer demain ce que je lui démontre aujourd'hui. Nous connaissons maintenant quelles sont les parties du cheval qui se contractent le plus pour les résistances, et nous sentons la nécessité de les assouplir. Chercherons-nous dès lors à les attaquer, à les exercer toutes ensemble pour les soumettre du même coup? Non, sans doute. Ce serait retomber dans les anciens errements, et nous sommes convaincus de leur inefficacité. L'animal est doué d'une puissance musculaire infiniment supérieure à la nôtre. Ces forces instinctives pouvant en outre se soutenir les unes par les autres, nous serons inévitablement vaincus si nous les surexcitons toutes à la fois. Puisque les contractions ont leur siège dans des parties séparées, sachons profiter de cette division pour les combattre successivement, à l'exemple de ces généraux habiles qui détruisent en détail des forces auxquelles ils n'auraient pu résister en masse. Du reste, quel que puissent être l'âge, les dispositions et la structure du cheval, mes procédés, en débutant, seront toujours les mêmes. Les résultats seulement seront plus ou moins prompts et faciles, suivant le degré de perfection de sa nature et l'influence de la main à laquelle il aura pu être soumis antérieurement. L'assouplissement, qui chez un cheval bien constitué, n'aura d'autre but que de préparer ses forces à céder à nos moyens d'action, devra de plus rétablir le calme et la confiance, s'il s'agit d'un cheval mal mené, et faire disparaître, dans une conformation défectueuse, les contractions, cause des résistances et de l'opposition à un équilibre parfait. Les difficultés à surmonter seront en raison de cette complication d'obstacles, qui tous disparaîtront bien vite, moyennant un peu de persévérance de notre part. Dans la progression que nous allons suivre pour soumettre à l'assouplissement les diverses parties de l'animal, nous commencerons naturellement par les plus importantes, c'est-à-dire par la mâchoire et l'encolure. La tête et l'encolure du cheval sont à la fois le gouvernail de l'animal et la boussole du cavalier. Par elles, il dirige l'animal. Par elles aussi, il peut juger de la régularité, de la justesse de son mouvement. Pas d'équilibre, pas de légèreté, si la tête et l'encolure ne sont aisées, liantes et gracieuses. Nulle élégance, nulle facilité dans l'ensemble, dès que ces deux parties se roidissent. Précédant le corps dans toutes ses impulsions, elles doivent préparer d'avance, indiquer par leur attitude les positions à prendre, les mouvements à exécuter. Nulle domination n'est permise au cavalier tant qu'elle reste contractée et rebelle,
Une fois qu'elles sont flexibles et maniables, il dispose de l'animal à son gré. Si la tête et l'encolure n'entament pas les changements de direction, si, dans les marches circulaires, elles ne se maintiennent pas inclinées sur la ligne courbe, afin de surcharger plus ou moins les extrémités en raison du mouvement, si pour le reculer, elles ne se replient pas sur elles-mêmes, et si leur légèreté n'est pas toujours en rapport avec les différentes allures qu'on voudra prendre, le cheval sera libre d'exécuter ou non ses mouvements, puisqu'il restera maître de l'emploi de ses forces. Si tu as apprécié ce podcast sur Baucher, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Et si tu as envie, poste un petit commentaire, cela me fera plaisir. Merci d'avance. Et, bien sûr, à bientôt pour de nouvelles aventures équestres.